Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de décembre 2024, nous fêtons le numéro 100 de Zélie. Pour cette édition spéciale du magazine, un peu plus longue que d'habitude, nous avons donné la parole aux lectrices qui racontent leurs plus beaux témoignages en lien avec le thème de l'espérance, une rencontre qui les a marquées durablement, la manière dont leur foi a évolué ou encore un voyage de leurs rêves qu'elles ont réalisé. Par exemple, Sophie évoque du coup la rencontre avec son bébé né à 5 mois et demi de grossesse. Julie nous confie son recommencement dans la foi grâce à son mari. Camille qui a réalisé le voyage dont elle rêvait, 3 semaines de navigation sur l'Atlantique. Nous vous laissons découvrir ces récits émouvants et profonds dans le numéro donc de décembre 2024. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, nous rencontrons Florence de Baudus, historienne. Elle vient de sortir son 10e ouvrage, Servir l'empereur ou trahir la France, aux éditions Passé Composé. Avec elle, nous allons plonger dans l'époque troublée de la Révolution et du Premier Empire. Florence, bonjour. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Petite fille, ça dépend à quel âge. Quand j'étais toute petite, avec ma sœur, tous les soirs, nous rêvions d'être Camille et Madeleine, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Donc ça a duré un temps. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire comme ma mère, me marier et avoir des enfants. Un peu plus tard, j'ai voulu être danseuse étoile. Ça a duré un certain temps. Et puis après, j'ai voulu entrer au couvent, comme toute jeune fille bien élevée. Et puis tout ça en lisant une multitude de livres. Et c'est comme cela que je me retrouve maintenant à publier moi-même des livres. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'histoire de France ? Alors ça, c'est une histoire de famille. Ma formation universitaire, comme je vous le dis, est essentiellement littéraire. Et sur le plan historique, elle est essentiellement familiale. Encore que depuis 30 ans, je la complète de façon boulimique en allant dans toutes les archives possibles et inimaginables. Mais j'ai donc eu la chance, avec nos documents familiaux qui sont absolument énormes, et on a une masse de documents incroyables, de pouvoir observer l'histoire à travers des personnages de second plan. Je voudrais dire de l'autre côté de la rue, si vous voulez, mais qui ont tous approché les personnages importants qui font l'histoire. Et j'ai plus appris avec 3 d'entre eux que dans tous les manuels d'histoire. Alors, il y a d'abord eu Hugues. Je me suis demandé pourquoi cet honnête magistrat de Cahors avait été emmené à 69 ans sur une charrette, pieds et poings liés, pendant la Révolution, pour être finalement guillotiné parce qu'il avait voulu rester fidèle à son Dieu et à son roi. Et il est donc maintenant enterré dans une des 2 fosses du jardin de Picpus, je dis cela pour les Parisiens, à quelques centaines de mètres de la place de la Nation. Et tout cela, j'ai voulu le publier. Je l'ai publié dans mon premier livre qui s'appelait Le lien du sang. Et avec son fils Amable, nous plongeons. J'ai plongé dans le milieu de l'émigration, des services secrets du ministre Talleyrand, du royaume de Naples, et puis de nouveau avec le duc de Richelieu. Et c'est autour de la fidélité que s'est construite la vie d'Amable. Mais fidélité à qui ? À quoi ? Comment cet homme que tout le monde s'accordait à dire que c'était un homme d'honneur et de moralité absolument sans faille, a-t-il pu servir autant de régimes contradictoires ? Et ça, je l'ai raconté aussi dans une biographie que j'ai publiée sur lui. Et cette biographie, j'ai commencé par raconter l'histoire des Baudus depuis leur installation à Cahors jusqu'à l'époque troublée de la Révolution. Quant à Élie, qui figure dans le dernier chapitre de mon ouvrage, je me suis aussi demandé comment cet homme qui était élevé dans une famille éminemment royaliste avait pu servir, à travers 2 maréchaux dont il avait été l'aide de camp, avait pu servir l'empereur. Et vous voyez, écrire l'histoire pour moi, à la base, c'est vraiment une quête familiale. Et l'héritage physique des Baudus a complètement disparu dans la tourmente révolutionnaire, mais il nous reste cette masse de documents, principalement d'ailleurs les lettres d'Amable, qui nous a, comme s'il pouvait nous dire qui il était et que notre héritage c'était d'être et non pas de posséder. Et c'est à cela que j'essaie d'être fidèle. Alors, vous avez déjà un peu parlé des premiers, mais est-ce que vous pourriez énumérer un peu les différents ouvrages que vous avez écrits auparavant ? Oui, bien sûr, vous avez parlé de 10 livres. En fait, j'en ai écrit plus d'une vingtaine.
Les 10 livres, c'est ceux que j'ai cités, ce sont ceux que j'ai cités, qui sont les livres qui correspondent exclusivement à la période de la Révolution et de l'Empire. Or, j'ai écrit à la fois des livres d'histoire et à la fois des romans. Vous allez me dire comment peut-on être historienne et romancière ? Et je vais vous répondre par une boutade, c'est à cause des trous dans le réel. L'historien s'interdit de combler les trous dans le réel. Oui, je vais vous donner un petit exemple. Amable de Bodus, lorsqu'il quitte le royaume de Naples en 1814, fait un voyage à Munich et à Vienne. À Vienne, j'ai su par les archives et par sa correspondance qu'il était allé rencontrer le prince de Metternich. Munich, je ne sais pas qui l'a rencontré. Malgré mes recherches, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Eh bien, je m'interdis d'imaginer qui il avait pu rencontrer. Il a probablement été négocié l'avenir de Murat et de la reine Caroline, mais je n'en sais rien, ça n'est pas officiellement dit, donc, comme historienne, je m'interdis d'en parler. En revanche, comme romancière, ce sont les trous dans le réel qui m'inspirent. J'ai écrit et publié un livre sur Agatha Christie. Je ne sais pas si vous savez qu'Agatha Christie a disparu pendant 10 jours de sa vie, en janvier 1926, et elle ne s'est jamais expliquée sur cette disparition. Eh bien, moi, c'est justement ce trou dans le réel que j'ai eu envie de combler en publiant ce livre qui s'appelle « Le secret d'Agatha ». Donc, vous voyez la différence entre la romancière et l'historienne. Pour un autre de mes romans, je me suis intéressée à la période de l'occupation parce que c'était l'époque où mes parents étaient adolescents quand la guerre a commencé et j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'ils avaient pu vivre, mais je me suis interdit, comme je voulais imaginer leur vie plus que de la raconter vraiment, là ça a été un roman. Un autre encore, j'ai voulu me servir du roman de Tristan Iseult que j'avais décortiqué en ancien français pendant mes études de lettres, et j'ai voulu écrire une histoire très moderne d'une jeune fille qui boit par hasard et par mégarde un filtre qui va évidemment être le début de beaucoup d'aventures. Et puis, pour revenir à l'histoire, j'ai publié une biographie du duc d'Enghien, j'ai publié un livre sur les 12 souveraines qui avaient vécu à l'époque de Napoléon, et puis je ne peux pas passer sous silence la biographie que j'ai publiée sur Sainte Marie-Eugénie, la fondatrice des religieuses de l'Assomption, cette sainte parisienne dont les reliques ont été mises dans l'autel de Notre-Dame de Paris au moment de la messe. C'est une des 5 saints dont les reliques sont dans cet autel. Alors, dans ce nouveau livre, donc Servir l'empereur ou trahir la France, c'est une question, vous faites le portrait de 8 hommes et femmes à travers leurs liens avec Napoléon Bonaparte, tels que Gaspard Monge, Madame de Staël ou Armand de Caulaincourt. Ils eurent avec Napoléon des relations très variées et parfois fluctuantes, de la loyauté indéfectible à la résistance ouverte, en passant par l'admiration ou la crainte. Quel est d'abord le sens du titre de cet ouvrage, Servir l'empereur ou trahir la France ? Vous savez, il y a plusieurs manières d'appréhender l'histoire. Vous pouvez l'appréhender par le politique, par l'économique, par le militaire, par le religieux ou même par l'intimité d'une famille. Et moi, je me suis rendu compte que dans tous les livres que j'écrivais, ce qui m'intéressait, c'était la fidélité. Or, la fidélité, c'est une notion abstraite. Je ne sais pas très bien dans l'abstrait ce que ça veut dire, mais en revanche, j'ai voulu étudier ce que pouvaient être des hommes et des femmes fidèles. Alors, comment les hommes et les femmes de ce tournant du XVIIIe et du XIXe siècle ont-ils accueilli ce Napoléon Bonaparte qui s'est mis brusquement à incarner la France ? Alors, j'ai choisi ces 8 personnages, très divers bien sûr, qui ont tous approché Napoléon Bonaparte et qui, chacun à leur manière, ont essayé d'articuler leur personnalité au contact de cet astre. Et j'ai observé comment Napoléon avait fait chavirer leur fidélité ou bien au contraire l'avait enracinée. Alors vous avez effectivement cité le savant Monge, qui est un mathématicien hors pair, qui est un des fondateurs de l'école polytechnique, et il était tellement républicain, tellement révolutionnaire qu'il est nommé pendant la Révolution ministre de la Marine. Il est anticlérical, il est franc-maçon, et sa rencontre avec Napoléon Bonaparte est un véritable coup de foudre. Et évidemment, tout cela vaut bien quelques entorses à ses fidélités premières. Lorsque Bonaparte met en place le Concordat, il n'est pas d'accord, mais il va s'y soumettre. Il va même être présent au sacre à Notre-Dame, et il va finir par servir son évêque et son curé. Armand de Caulaincourt,
c'est peut-être celui qui a été le plus, si vous voulez, l'image la plus emblématique de ce que je voulais écrire. C'est cet homme d'honneur qui a été mis dans les situations les plus délicates et les plus contradictoires, mais qui a continué à servir Napoléon, même quand cela le troublait beaucoup. Et c'est lui qui a vainement négocié la paix en 1813, c'est lui qui a essayé auprès de l'empereur de Russie de négocier le séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. Et puis, écoutez, pour vous résumer, il y a une phrase que Napoléon lui dit à la fin de son règne, et qui lui dit « Vous m'avez dit la vérité, vous ne m'aimez pas, vous m'êtes fidèle parce que vous êtes un homme d'honneur. » Ça, je pense que ça résume très très bien Armand de Caulaincourt. D'ailleurs, on voit que ces 8 personnages, parfois, se rencontrent, ou ça me fait un peu penser à des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Et du coup, l'ordre du livre suit un peu cette logique-là. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé pour documenter ce livre ? Est-ce que vous avez passé des longues heures dans de nombreuses salles d'archives ? Je crois qu'écrire sur l'histoire, ça demande d'abord 3 qualités indispensables. D'abord, il faut être méticuleux. Je me méfie beaucoup des mémoires qui ont été écrits des années après les événements et qui sont là surtout pour se justifier, pour régler des comptes, pour tordre la vérité au profit d'intérêts personnels. La correspondance, pour moi, écrite sur le vif, est beaucoup plus réelle, beaucoup plus vraie sur le caractère des personnages. Voilà pourquoi je continue sans me lasser à fouiller les archives nationales à Perfit, les archives étrangères à la Courneuve, les archives militaires à Vincennes. Mais il faut aussi être à l'affût des sources qui se cachent dans les archives de province et même dans les greniers familiaux. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on trouve encore dans les greniers familiaux. Tiens, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui est très émouvant. J'ai découvert tout à fait par hasard qu'il y avait un certain nombre, tout un fonds Murat de lettres, un fonds Achille Murat, qui dormait dans les archives de l'université de Stanford, en Californie. Et vous savez, les Américains sont très généreux, il a suffi que je leur écrive, et ils m'ont envoyé par WeTransfer, qui est un site facile, et j'ai reçu 11 lettres d'Amable, 3 lettres d'Élie, et c'est une mine absolument extraordinaire. J'ai aussi réussi, par une descendante de la reine Caroline, de recevoir des lettres de Ravenne, que je n'avais jamais vues aussi. Vous voyez, il faut tout le temps chercher. Et donc, aussi attentif soit-il, la quête n'est jamais terminée. C'est pour ça qu'il faut agir. La deuxième qualité de l'historien, c'est qu'il faut qu'il soit humble. Tant de papiers, et peut-être les plus importants, ont été volontairement ou involontairement détruits. Je pense par exemple à Talleyrand, en 1814, lorsque Napoléon est emmené à l'île d'Elbe, qui a brûlé, qui a fait un énorme feu de cheminée avec tous ses documents les plus importants. Je pense à la reine Caroline, qui, lorsqu'elle est emmenée prisonnière sur un bateau britannique, jette à la mer des caisses de documents. Fouché, je suis convaincu, en a aussi détruit une bonne partie. Alors, je me dis toujours, est-ce que toutes ces caisses, tous ces documents, est-ce qu'on peut arriver à la vérité ? C'est vrai que l'historien se doit d'essayer d'ouvrir toutes les portes, mais quelquefois il ouvre la porte et puis il se trouve dans une pièce vide. Eh bien, voilà, il faut laisser la pièce vide et attendre que peut-être un jour on trouvera la solution. Donc, si on essaie tout de même de raccorder les événements, il faut le faire avec la plus grande honnêteté. Et ça, c'est la troisième qualité indispensable pour l'historien, c'est qu'il faut être honnête. Je pense qu'il vous est arrivé, bien que vous soyez encore très jeune, peut-être de lire des lettres que vous aviez écrites plusieurs années auparavant et de vous dire que vous n'étiez plus celle qui avait écrit ces lettres. Eh bien, en histoire, c'est la même chose. Vous imaginez, par exemple, que Napoléon Bonaparte écrit des lettres enflammées à Joséphine lorsqu'ils sont jeunes mariés en 1796. Ces lettres-là, il ne les aurait absolument pas écrites lorsqu'il fait son deuxième mariage et qu'il épouse Marie-Louise d'Autriche, vous voyez. Et il n'y a pas qu'en amour que les choses évoluent. Donc là, il faut bien faire attention lorsqu'on veut écrire sur un personnage, de prendre en compte l'évolution des années sur les consciences. Ça, je crois que c'est très important. C'est donc méticuleusement, humblement, honnêtement, et en se servant de toutes les archives, les sources premières, qu'il faut se mettre au travail, sans oublier, bien sûr, de soigner l'écriture. Oui, d'ailleurs, comme je le disais, effectivement, votre récit est vraiment agréable à lire comme un récit, justement. Et en quoi consistait l'extraordinaire pouvoir de séduction du personnage pivot de votre ouvrage, Napoléon Bonaparte ?
Vous savez, l'exécution du roi Louis XVI a absolument bouleversé les consciences. Et l'arrivée au pouvoir des 5 directeurs au directoire, après la chute de Robespierre, n'avait absolument pas calmé les esprits. Et voilà qu'un astre se lève, un jeune général inspiré qui vole de victoire en victoire et qui prend le pouvoir un certain jour de Brumaire. Alors, les républicains se réjouissent. Voilà cet homme qui n'est pas né prince et qui pourra continuer l'œuvre de la Révolution. Les royalistes se réjouissent. Cet homme, par son autorité, sera donc une rupture bienheureuse avec la Révolution et qui sait pourra peut-être établir la monarchie. Les catholiques se réjouissent. Cet homme pourra mettre fin aux persécutions religieuses et peut-être même rétablir le culte. C'est ainsi que beaucoup de Français, de tous horizons, décident de se fier à Napoléon Bonaparte. Or, en 15 ans, comme je vous l'ai dit, le personnage va évoluer. Il va même évoluer parfois jusqu'à l'infidélité envers lui-même. Et cette évolution et le temps qui passe ont fatalement eu des répercussions sur les uns et les autres. Et c'est cela que j'ai voulu raconter. Si vous voulez, c'est regarder Napoléon Bonaparte à travers l'évolution de chaque personnage. Savoir comment eux l'avaient vécu et comment ils lui étaient restés fidèles ou au contraire, ils s'en étaient éloignés. D'ailleurs, c'est vrai que aujourd'hui, Napoléon porte sur lui un regard plus nuancé, parce que c'est vrai que en préparant l'interview, je me disais, Napoléon, il a établi le code civil qui, par exemple, place les femmes plutôt à des rangs de mineurs. Donc aujourd'hui, on a un regard un peu moins positif sur Napoléon. Oui, mais vous voyez, je suis en train de travailler tout un article sur le code civil. Mais il ne faut absolument pas faire d'anachronisme. À l'époque, c'était une protection de la femme. La femme mariée devait être protégée. Elle avait été protégée par son père, elle était protégée par son mari. Et ça coulait de source. Napoléon n'était que la voix de tout le monde pensait la même chose. En effet, effectivement, il ne faut pas plaquer les critères d'aujourd'hui sur hier. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur la figure de Madame de Staël, qui est plutôt méconnue et qui fut pourtant une courageuse critique de Napoléon, au point de recevoir l'ordre de s'éloigner de Paris. Comment est-ce que sa position envers le général Corse a évolué ? Eh bien, quand Madame de Staël rencontre celui qui n'est encore que le général Bonaparte, elle aussi, c'est un coup de foudre, le même coup de foudre que le savant Monge. Mais l'un va persister dans une vénération fidèle et au contraire, Madame de Staël va s'enfoncer dans une détestation. En fait, elle est protestante, c'est une vraie fille des Lumières et elle est convaincue que la France, à condition qu'on la débarrasse des lois obsolètes de la religion romaine, pourra entrer dans le progrès, parce qu'elle croit au progrès, mais alors vraiment comme on croit en Dieu. C'était vraiment. Elle imagine aussi que sa propre intelligence pourra lui permettre de peser sur le destin politique de son pays, à travers les hommes, bien sûr. Nous sommes à l'époque du Code civil, les femmes n'ont évidemment aucune voix prépondérante dans la politique, elles ne peuvent qu'inspirer les hommes. Et il ne peut absolument pas y avoir d'entente entre cette femme d'esprit, passionnée de politique, et cet homme, Bonaparte, qui considère justement que la politique est le domaine réservé des hommes, lui qui met chez la femme la soumission et le charme au-dessus de toutes les qualités. Évidemment, il ne peut absolument pas comprendre ce que représente Madame de Staël. Tous les ouvrages qu'elle publie mettent Bonaparte et ensuite Napoléon hors de lui. Elle y exalte la liberté de penser, le divorce, elle met en scène un suicide, et surtout, elle exalte le peuple anglais et le peuple allemand, qui sont 2 ennemis de Napoléon. Alors, Napoléon, estimant, peut-être à juste titre, qu'elle représente un danger politique pour la France, la fait chasser d'abord de Paris, puis de France, et même alors de tous les pays qui sont au sein de l'Empire français, ça fait beaucoup. Pendant 10 années d'exil, elle ne se départira jamais de ses idées, et Napoléon persistera à la faire poursuivre par sa police, et sans perdre une miette de ce qu'elle écrivait par le système de son fameux cabinet noir, parce qu'il lui permettait d'ouvrir les lettres qu'elle recevait ou qu'elle envoyait. Elle ne pourra rentrer en France que lorsque l'empereur en sera parti, et elle ne sera pas séduite d'ailleurs par le retour de Louis XVIII, c'est une républicaine convaincue. Mais tout de même, à la fin de sa vie, elle regrettera, avec Chateaubriand, cet homme qu'ils avaient combattu tous les deux et dont ils reconnaissaient l'un et l'autre le génie. Quelles ont été la nature des relations, cette fois, entre Napoléon et le pape Pie VII ? Ah, ça, c'est une rencontre que j'ai énormément aimé étudier. En fait, c'est la rencontre, parce que d'une certaine manière, Pie VII est un pape très moderne. C'est la rencontre, puis la lutte, du temporel et du spirituel. D'où une entente
suivi d'une incompréhension totale, en tout cas de la part de Napoléon. D'une part, vous avez un moine bénédictin, éminemment spirituel, qui accepte la lourde charge du pontificat, non pas du tout par désir de gloire, mais par sens du devoir. Et d'autre part, vous avez un homme qui se lance à la conquête du monde et qui veut que tout lui soit soumis. Donc, pour que réussisse le Concordat, qui est signé en 1801, c'est-à-dire une entente signée entre la France et l'Église, le pape accepte quelque chose d'épouvantable, de recevoir la démission de tous les évêques français. Rendez-vous compte, il y avait d'abord une partie des évêques qui avaient signé, qui avaient adhéré à la constitution civile du clergé pendant la Révolution, c'est-à-dire qui avaient adhéré aux idées de la Révolution. C'était ce qu'on appelait des évêques conventionnels. Et d'autre part, les évêques qui, pour obéir au pape Pie VI à l'époque, avaient été obligés de quitter la France. Ils étaient poursuivis, ils étaient condamnés à mort. Quelquefois, ils étaient massacrés quand ils restaient en France. Et lorsqu'ils vivaient à l'étranger, ils vivaient de manière misérable. Eh bien, on leur demande de se démettre de leurs charges pour que la France religieuse puisse se reconstruire. C'est quand même très très difficile. En contrepartie, d'ailleurs, Bonaparte accepte que la religion catholique soit librement et publiquement exercée en France. Vous allez me dire, ouf, la France n'est pas tombée comme l'Angleterre dans le schisme, même dans l'hérésie protestante. Elle reste la fille aînée de l'Église romaine, et Pie VII accepte de venir à Paris pour le sacre de Napoléon, le 2 décembre, à Notre-Dame de Paris. Et puis, les relations s'enveniment, parce que le pape refuse de prononcer l'invalidité du mariage du jeune frère de Napoléon, Jérôme, qui avait fait un mariage à la va-vite aux États-Unis, parce que Napoléon veut lui faire épouser une princesse allemande. Et le pape dit, ben non, je suis désolé, ce mariage est valide, je ne peux pas l'invalider. Ensuite, il s'insurge contre la mise en place du concordat en Italie, parce qu'en Italie, les mœurs ne sont pas les mêmes qu'en France, et il n'est pas question d'accepter la législation sur le divorce. Il n'est pas non plus question des lois contre le clergé régulier, qui sont encore très sévères. Et puis, surtout, le pape va refuser, au moment où Napoléon part pour la campagne d'Autriche, de fermer ses ports, et aux Anglais et aux Russes, qui sont des protestants et des orthodoxes, mais qui sont des chrétiens, et le pape n'a aucune raison d'en faire des ennemis. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que plus le pape perd de puissance temporelle, et plus il gagne de puissance spirituelle. Quand Napoléon qui est à Vienne, déclare que les États du Saint-Siège sont réunis à l'Empire, Pie VII répond par un bref d'excommunication. Donc, sans l'accord formel de l'empereur, le pape est enlevé, puis il est emmené en prisonnier à Savone, puis à Fontainebleau. Et ce statut, d'ailleurs, ne trouble pas le pape, parce qu'il recommence à vivre comme un moine dans sa cellule, ça ne le dérange absolument pas. Mais c'est tout de même alors une suite de bras de fer, épuisant, parce qu'il est quand même, il commence à être âgé, il est en mauvaise santé, si bien que par moments, il sera tenté de tout accepter, jusqu'à même un nouveau concordat qui lui ôterait absolument tous ses pouvoirs temporels. Mais après avoir jeûné et prié, il a le courage de se rétracter et il retrouve sa sérénité. Donc Napoléon est vaincu, il est emmené à Sainte-Hélène, le pape peut rentrer à Rome, et de cette lutte, et c'est là où on voit quand même la sainteté de ce pape, il ne gardera que la signature du Concordat, qui a permis tout de même de maintenir la France dans l'unité catholique. Quant à Napoléon, il finira par reconnaître en Pie VII un prêtre plus puissant que lui, et il dira « Il règne sur les esprits, alors que moi je ne règne que sur la matière ». Donc vous voyez, Napoléon avait compris. Dans votre livre, vous évoquiez aussi Laetitia Bonaparte, la mère de Napoléon, et vous expliquez qu'avant d'être la mère de l'empereur, elle était attachée avant tout à son rôle de mère corse. Expliquez-nous. Ah oui, je crois que Laetitia, c'est essentiellement et avant tout une mère corse. En fait, ce qui lui importe, c'est la santé physique de son clan, et aussi l'argent. En dehors de quelques biographies peu satisfaisantes, on est obligé de se contenter de sa correspondance. Or, Laetitia se confie très peu dans ses lettres, et d'ailleurs elle ne les écrit pas elle-même, elle se contente de signer après avoir dicté à un secrétaire. Et je pense que c'est peut-être pour cela qu'on a du mal à percer la véritable personnalité de Laetitia. On en est réduit à des extrapolations, et donc peut-être à des erreurs. J'ai dressé un portrait de Laetitia, mais je ne suis pas sûre, j'ai essayé, comme je vous l'ai dit, d'agir honnêtement, mais on n'a pas, et d'ailleurs j'ai une amie historienne qui va bientôt sortir, Laetitia de Witt,
qui va bientôt sortir, une biographie de Laetitia, et elle a beaucoup de mal. Ce que l'on peut reconnaître chez elle, et que l'on reconnaît chez tous ses enfants, c'est qu'elle embrasse son destin sans jamais le subir. Le seul moment où elle se rebelle, c'est lorsque Napoléon, sur le point d'être couronné, ne lui obéit pas. La cause, c'est que son fils Lucien, qui ne veut pas quitter la femme qu'il aime pour devenir prince français, refuse d'obéir à Napoléon. Et ce n'est pas à l'empereur qu'elle en veut, c'est au fils qui refuse de lui obéir. Plus tard, elle changera d'avis, elle voudra voir Lucien accepter un divorce, plus d'ailleurs pour recréer l'unité familiale, parce qu'elle ne supporte pas que ses enfants ne s'entendent pas, que pour les honneurs qui lui reviendraient. Et elle ne se fait d'ailleurs pas mieux obéir par Lucien qu'elle ne s'est fait obéir par Napoléon. A-t-elle une préférence pour l'un de ses 8 enfants ? En fait, elle se préoccupe toujours de celui qui ne va pas bien. Elle s'est préoccupée de Lucien lorsque Napoléon le chasse de France. C'est plutôt, elle se préoccupe beaucoup plus de Pauline quand elle est malade, et Pauline est tout le temps malade, pratiquement tout le temps. Et évidemment, quand Napoléon est à Waterloo, c'est à Napoléon qu'elle pense évidemment toujours. Encore qu'il y ait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que la voilà bientôt sous la coupe. Nous sommes dans les dernières années de vie de Napoléon, elle et son demi-frère, le cardinal Fesch, d'une espèce de voyante bizarre qui s'appelle Madame Klein-Müller et qui se fait payer des sommes astronomiques pour convaincre le frère et la sœur, tenez-vous bien, que l'empereur a été enlevé par des anges et qu'il jouit du bonheur auprès de la Vierge. Alors évidemment, la pauvre Pauline qui vit avec eux à ce moment-là arrivera à leur faire entendre raison, mais trop tard, Laetitia aura refusé d'envoyer à Sainte-Hélène un médecin et un prêtre compétent. Elle laisse aussi à sa mort un héritage considérable, parce qu'elle n'avait jamais dépensé beaucoup d'argent, mais elle amassait. Et en vraie mère corse, elle ne considère comme héritier que ses fils. Pauline et Lisa, c'est vrai, sont déjà mortes, mais ni Caroline, ni la fille d'Élisa ne sont sur le testament. Je vous laisse imaginer les procès qui vont suivre. Vous achevez ce livre, Servir l'empereur ou trahir la France, par un chapitre sur Élie de Bodus, donc votre ancêtre, et ses relations avec Napoléon. Alors, est-ce qu'on peut parler de son ancêtre avec autant d'objectivité, entre guillemets, que d'autres figures historiques ? C'est amusant, en fait, ça ne m'a posé aucun problème. Cette question m'a beaucoup amusée, mais évidemment, je ne l'ai pas connu personnellement. Donc finalement, il n'a pas grand-chose de différent avec les autres personnages que j'étudie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu écrire un roman sur la jeunesse de mes parents et pas un récit historique, parce que je n'avais pas la distance nécessaire pour écrire sur eux. Je l'ai pour Élie. Nos documents de famille sont d'une abondance extraordinaire. Et pour Élie, on a 3 sortes d'archives. On a sa correspondance avec sa famille, qui est absolument énorme. On a la publication, parce qu'il a publié des études sur Napoléon en 1840. Et on a aussi ces notes de campagne militaire qu'il écrivait chaque soir, et qui sont passionnantes, beaucoup plus brutales, mais d'autant plus intéressantes. Pourtant, en lisant tout cela, je me suis rendu compte de la cohérence du personnage, de l'extraordinaire équilibre de sa personnalité. Et il m'a suffi de me plonger dans tous ces documents pour être imprégné du personnage comme je l'ai été de Madame de Staël ou du duc d'Enghien ou de Caroline ou Pauline. Élie n'a pas écrit pour la gloire, mais il a écrit pour transmettre à ses enfants. Et donc à sa descendance. Il a voulu dire qui il était et les raisons de ses choix de vie. Alors oui, par moments, il se trouve en contradiction avec d'autres témoignages du temps. Par exemple, quand il défend l'action en Espagne du maréchal Bessières dont il était l'aide de camp, face à Napoléon, qui avait d'abord entendu les aides de camp des maréchaux adverses. Il avait son propre point de vue en tant que témoin direct, et moi je n'ai jamais douté de sa loyauté. Et puis, écoutez, l'objectivité c'est un leurre. Je me méfierais vraiment d'un historien qui se vanterait d'être objectif. Nous appartenons à notre époque, à notre milieu, nous écrivons avec notre propre personnalité. Il est impossible de nous abstraire de tout cela. Vous pourriez me dire aussi que je n'ai pas été objective en écrivant sur Caroline ou sur Pauline. Je vous le répète, l'essentiel, c'est l'honnêteté quand on écrit. Et alors, qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans cette période du Premier Empire ? Eh bien, c'est une époque, pour moi, qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais. Un homme qui est sorti de rien, qui se hisse pour être le maître du monde, parce qu'à l'époque, c'était l'Europe, le monde, hein, il n'y avait rien d'autre, avant d'aller mourir sur un caillou perdu au fin fond de l'Atlantique, au milieu de l'Atlantique. Dans des périodes calmes, sur le plan politique ou sur le plan religieux,
On peut être fidèle aux données reçues sans se poser de questions, mais dans les périodes de turbulence, comme celle du Premier Empire, je crois qu'il faut avancer sur un chemin étroit, attiré d'un côté par une loyauté obstinée envers des idées qui meurent, et de l'autre par une fidélité envers des valeurs qui ne sont pas encore éprouvées. Non seulement Napoléon a été le maître absolu du monde, mais il a réussi, rendez-vous compte, à mettre ses frères et ses sœurs sur tous les trônes. Joseph est roi d'Espagne, Élisa est grande-duchesse de Toscane, Louis est roi de Hollande, Caroline est reine de Naples, et Jérôme, marié à une princesse de Wurtemberg, se retrouve roi de Westphalie. Sans compter Eugène, le fils de Joséphine, qui est marié à une princesse de Bavière et qui est nommé vice-roi d'Italie par Napoléon. Puis Stéphanie de Beauharnais, une nièce de Joséphine, mariée au grand-duc de Bade. Seule la Russie échappe à cette incroyable conquête, puisque pour l'Autriche, vous le savez, Napoléon lui-même épouse la fille de son empereur. Connaissez-vous dans toute l'histoire du monde une emprise familiale comme celle-là? Moi non. En 2015 et 2017, vous avez participé à des émissions de Secrets d'Histoire, donc avec Stéphane Bern, sur Napoléon, et puis sur sa sœur Caroline Bonaparte par la suite, épouse Murat donc. Est-ce que vous auriez une anecdote de tournage à nous raconter? Vous savez, quand on participe à ce genre d'émission, et je viens d'en tourner une d'ailleurs sur Pauline qui devrait paraître au printemps prochain, il faut savoir qu'on travaille toute une journée à répondre à des dizaines de questions pour se retrouver à peine quelques secondes sur l'écran. Pour Caroline, en fait, c'était la première fois que j'étais le fil rouge. J'avais déjà participé à d'autres émissions, mais pour juste apparaître. Le fil rouge, ça veut dire que l'historienne revient tout au long de l'émission, même si ce n'est que quelques secondes chaque fois. J'avais donc reçu un questionnaire d'une bonne dizaine de pages, d'écriture serrée. Alors, j'avais écrit toutes les réponses en me disant que je pourrais jeter de temps en temps un coup d'œil sur mes notes. J'arrive à l'ambassade d'Allemagne, qui fut autrefois la résidence d'Eugène de Beauharnais et où devait être tournée l'émission, pour entendre le réalisateur me dire fermement de laisser mes papiers hors du champ de la caméra. Bon, il a fallu me débrouiller, sans notes, comme on fait du trapèze sans filet. Alors, pour les autres émissions, j'ai compris qu'il faut savoir improviser, puisque toutes les questions ne sont pas posées dans l'ordre, et surtout que l'historien et le réalisateur n'ont pas du tout la même conception de ce qui est important. En fait, c'est à la fois amusant et très, très, très frustrant. Vous avez 77 ans. Qu'est-ce que vous diriez que l'avancée en âge vous apporte? Peut-être, je sais pas, la connaissance, la sagesse. Et puis, vous me disiez tout à l'heure que vous avez reçu hier le prix de la Fondation Napoléon. Donc, il y a peut-être une forme d'aboutissement aussi. J'espère bien que ça n'est pas la fin, que l'aboutissement... Non, au contraire, c'est un encouragement à continuer à travailler ce prix. En fait, j'ai presque 78, je dois vous dire. Dans mon travail d'écriture, 25 ans et une bonne vingtaine d'ouvrages, je peux dire que j'ai acquis une certaine expérience. La connaissance. En fait, chaque fois que je me mets au travail pour un nouveau livre, et je m'en rends compte puisque je travaille en ce moment sur Élisa, la troisième sœur, je découvre de nouvelles sources qui me font remettre en question tout ce que je croyais savoir, et qui me font comprendre que j'ai encore un long chemin à faire avant d'avoir acquis cette connaissance. Vous voyez, ça n'est jamais fini. Et je continue à dire que l'humilité est beaucoup plus importante que le fait de dire qu'on sait des choses. Est-ce que j'ai acquis de la sagesse? Je ne sais pas. Je crois que je me crois encore capable de folie. Ce que j'ai peut-être acquis avec l'humilité, je pense que c'est la patience. C'est de me dire que, voilà, le travail, c'est au jour le jour, et c'est ligne après ligne, et c'est source après source. C'est vrai qu'avec les années, on se rend compte qu'on sait qu'on ne sait pas, de toute façon. Est-ce que votre foi chrétienne vous influence dans votre manière de voir l'histoire? Parce que c'est vrai que je me dis toujours que connaître la religion catholique, c'est un peu un atout pour comprendre un peu toute cette histoire qui était quand même forgée aussi par la foi chrétienne. Ma foi chrétienne est absolument essentielle à chaque ligne que j'écris. Je vais vous citer encore un exemple de livre. À la demande d'un prêtre ami, j'ai consacré tout un ouvrage à l'adoration eucharistique. Cela m'a permis non seulement d'évoquer l'histoire de cette dévotion depuis les écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire d'écrire en historienne, mais aussi j'ai rencontré des protestants, des orthodoxes, des juifs, des musulmans, pour leur demander comment ils adoraient Dieu, et ça a fait la matière de mes chapitres. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. La publication de ma biographie aussi sur Marie-Eugénie a été une bonne occasion de rendre hommage aux religieuses de l'Assomption qui m'ont élevée complètement,
qui m'ont donné cette foi vivante. Enfin, il y a ce roman dont je vous ai pas encore parlé où je mets en scène la mort d'une grand-mère dans sa maison de campagne. J'ai voulu raconter ce que pouvait vivre une famille pendant ces 3 jours d'agonie paisible en présence d'un prêtre mystérieux. Je ne vous en dis pas plus. Même dans mes ouvrages historiques, le choix des personnages que j'étudie, tout ce que j'écris sur eux, en fait, c'est vu sous l'éclairage de ma foi. Alors pour finir, à chaque question courte, vous pouvez répondre par une phrase courte ou pas. Complétez cette phrase, la personne humaine est... J'avais envie de répondre joker. Bon, je répondrai autre chose. Je dirais, la personne humaine, pour moi, je pense que c'est le miracle de l'altérité, le miracle de la rencontre, la possibilité de sortir de soi-même pour trouver et rencontrer l'autre. Un paysage que vous aimez? Un paysage que j'aime. La mer. Je crois vraiment la mer pas trop agitée. Une femme qui vous inspire? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je dirais? Une femme que j'ai beaucoup aimé étudier, je sais pas si c'est l'impératrice de Russie, la femme de l'empereur Alexandre, qui a été extrêmement malheureuse, mais qui est restée digne tout au long de son règne. Un moment qui vous ressource? Bon, ça, sans hésitation, la messe du soir. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez? Bon, rien du tout. Je me prosternerai, j'adorerai, j'attendrai qu'il me dise lui quelque chose. J'espère qu'il m'appellera par mon nom, comme Jésus l'a fait avec Marie-Madeleine le matin de la résurrection. Et là, je saurai que je suis arrivée à la maison. Merci beaucoup, Florence. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de décembre 2024, le numéro 100 de Zélie, riche en témoignages d'espérance. Le lien est dans la présentation du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.